Gun. Plus qu'un manga, certains l'élèvent au rang d'institution. Un des sacro-saints piliers du manga et élément déclencheur de la vague d'engouement pour le cyberpunk. Inutile de vous dire qu'avec la sortie d'Alita Battle Angel, l'adaptation cinématographique de Gun, produite par James Cameron, ma curiosité a été piquée au vif. Va-t-on enfin avoir une bonne adaptation filmique d'un manga? Mon instinct de survie me fait tout de suite penser à Dragon Ball Evolution et Death Note by Netflix, me créant de fur les signes annonciateurs d'une vague de suicide chez les trentenaires fans de manga et de cyberpunk. Et pourtant, je me suis laissé tenter. D'abord par Gun, que je ne connaissais que de réputation, puis par son adaptation ciné, et je ne peux pas vous parler de cette dernière sans vous parler d'abord de Gun. Et je ne peux pas d'abord vous parler de Gun sans vous parler de cyberpunk. En somme, on a du boulot. PS, je tiens à rassurer tous les fans hardcore du genre, je ne suis pas familier de base à tout cet environnement. J'ai tout découvert il y a 3 semaines en lisant Gun, donc mes paroles ne sont que celles d'un passionné de manga qui cherche à intéresser les gens. Bisous. Le cyberpunk est un genre de science-fiction. Il met en scène un futur proche, dystopique et la technologie très avancée, notamment en surveillance et en cybernétique. Les mondes cyberpunk sont tous remplis de violence injuste et aveugle, où les gens sont pessimistes par essence. Le cyberpunk est un genre qui dénonce. Il cherche à éveiller les consciences, à mettre les gens en garde contre l'évolution chaotique de l'informatique et de la robotique, qui a toujours lieu sous le regard bienveillant d'un prétendu progrès pour tous. En somme, les œuvres cyberpunk donnent fréquemment une vision plutôt pessimiste de l'avenir de l'humanité, à travers des problématiques actuelles qui sont exacerbées afin de mettre en valeur l'absurdité de notre situation contemporaine. La pollution, la hausse de la criminalité, la surpopulation, les écarts riches-pauvres. Je suis presque sûr d'avoir déjà vu tous ces sujets aux informations ces derniers temps. Le cyberpunk brosse un portrait sinistre de notre évolution, où une multinationale ou un pseudo-gouvernement domine les pauvres sans avoir conscience de leur réalité. Ou alors en l'exploitant. La force du genre cyberpunk passe également par ses héros, qui sont souvent des anti-héros d'ailleurs, désabusés, cyniques sur leur réalité. Ils sont systématiquement des marionnettes manipulées dans un enchevêtrement de sociétés secrètes, de mafia. Le tout dirigé par la figure d'autorité principale de l'œuvre, car ne l'oublions pas, en plus d'avoir des dirigeants dénués de toute morale, elle surveille tout le monde d'un œil froid et arriviste pour toujours servir ses intérêts. C'est sur ce fond de renversement de l'ordre établi que tous les domaines technologiques seront abordés, même si les prothèses ou la robotique sont très souvent mises en avant. Dans les mondes cyberpunk, la technologie va plus vite que la pensée. L'humain est dépassé par la machine et se repose sur elle pour toutes ses tâches. En conséquence, l'homme se repose de tout son être sur cette technologie, au point de ne plus réfléchir par lui-même, que ce soit sur sa société ou sur sa propre vie. Et de ces décombres d'une société décadente ressort un nouveau type de personnage, l'homme perdu dans sa vie, solitaire, marginal, qui ne fait que survivre dans ce monde fou à l'évolution que même ce dernier ne peut suivre. Ce personnage est toujours doué dans tous les domaines qui touchent à l'électronique, ce qui est d'ailleurs nécessaire à sa survie. Mais en conséquence, il s'en dégage d'une certaine associabilité. En somme, c'est le cliché du bad boy, un punk. Les hommes sont devenus des êtres hybrides, mi-homme, mi-machine, avec des prothèses plus intéressantes que de vrais membres, que ce soit pour la résistance ou la fonctionnalité. Et quand c'est pas par le biais de la machine, l'homme est amélioré par des drogues ou substances diverses. En somme, le cyberpunk est une critique de notre société au travers d'une caricature si extrême qu'elle tombe dans l'irréel. L'homme dépassé par sa propre technologie qui se repose sur elle, quitte à en perdre sa réflexion et son libre arbitre, qui est écrasé par le système qui l'oppresse en permanence sous la surveillance de masse et la manipulation de l'information. L'individu est impuissant et il est nécessaire de se rassembler en groupe pour survivre le plus longtemps possible. Par ailleurs, le cyberpunk a beau s'ancrer dans des contextes politiques, une énorme partie des œuvres de cette culture tombe dans l'apolitisme, en ne proposant pas de solution de remplacement au lecteur. C'est à lui de projeter ses idéaux dans la fin de cette œuvre. C'est ce qui rend les fins d'œuvres cyberpunk sujettes à débat, car chacun y ajoute la projection de ses propres idéaux. Gun est la première série de Yukito Kishiro, et au-delà d'avoir choqué les gens à sa sortie, elle a rapidement fait un carton et elle s'exportera très vite en France et aux US. L'œuvre est clivante et rencontrera des détracteurs, dénonçant la violence graphique de l'œuvre, là où ses fans lui trouvent une grande valeur philosophique. Bon, déjà quand le seul reproche qu'on peut vous faire repose sur la forme et non sur le fond, c'est qu'il n'y a pas grand chose à vous reprocher au final. Mais le monde de Gun est assez particulier, une décharge géante autour de laquelle se développe une ville, au-dessus de laquelle une île flottante vole en leur cachant le ciel, Zalem. Gun est déjà marquant par le contraste existant entre l'ambiance de son monde et son personnage principal. Le monde de Gun est une immondice puante dénuée d'espoir, là où Gali, l'héroïne, possède un charme et une grâce que ce monde oppressant ne mérite pas. On suivra dans le manga la croissance d'une jeune fille dans un monde sur le déclin. Car en effet, le monde de Gun n'a plus aucune considération pour le corps humain, il le considère comme un ensemble de pièces interchangeables. Seul le cerveau est important car Kishiro, l'auteur, le place ici comme le siège de la personnalité, du soi. Clairement inspiré du cogito ergo sum, je pense donc je suis de notre philosophe cocorico René Descartes, la tête de Gali est donc le siège de son identité malgré son amnésie, cliché du cyberpunk et facilité scénaristique qui permettra à l'auteur de plus facilement nous présenter son univers au travers des yeux de son héroïne. Sauf qu'à l'époque, en 1990, n'était pas un cliché, donc ça passe. C'est d'ailleurs également parce que Gali n'a que sa tête que tout son corps subit des changements au cours de l'œuvre, sauf la dite boîte crânienne. Gali est donc un cyborg retrouvé dans un état déplorable par Ido, qui sera sa figure paternelle. Elle est très perspicace, elle a de grosses compétences de combat, elle cherchera d'ailleurs très vite à s'émanciper d'Ido, ce qui s'apparente à une crise d'adolescence, avant de quitter son domicile après un drame sentimental pour se faire une nouvelle vie, ce qui est totalement une prise d'indépendance. Vous l'aurez
l'aurez compris, l'évolution de Gali nous raconte la croissance d'un enfant, d'abord émerveillé par ses parents, puis défiant avant de complètement s'en détacher pour continuer à s'épanouir. On découvrira au fil de l'histoire une Gali sensible, mais forte, et surtout dotée d'une grande capacité d'adaptation. Ça lui permettra d'évoluer très vite et d'acquérir une grande maturité au fil de ses combats. Elle est une héroïne qui dépasse sa condition féminine à cause du peu de place qui est laissée au développement de sa vie amoureuse. Elle n'évolue et s'affirme qu'à travers le combat et les débats d'idées qu'elle a avec ses adversaires. Mais son épanouissement n'est pas là pour l'apaiser, bien au contraire, il est vecteur de peur, mais une bonne peur. La peur de perdre ce qui lui tient à cœur et l'amène à se dépasser pour ceux qu'elle aime. Et c'est d'ailleurs de cette peur qu'elle tirera toute sa force, et grâce à cette force, elle en viendra à défier la fatalité et forcer des événements favorables. Après une suite d'événements tragiques, Gali sera sur le point de mourir, mais elle sera ramenée à la vie pour les bienfaits de Zalem. Elle deviendra leur ange de la mort sur la surface. Elle subira naturellement une phase d'égarement, n'ayant rien d'autre que le combat pour s'exprimer, paralysée par ses vieux démons avec une peur panique du futur. Elle retrouvera néanmoins sa véritable personnalité en rencontrant et s'amourachant avec Fogia, dans une romance qui n'est d'ailleurs que très peu montrée et décrite. L'œuvre donne pour la première fois une véritable intimité à Gali. Néanmoins, la quête identitaire de Gali ne s'arrête pas là. Elle continuera tout au long de l'histoire jusqu'à l'ultime chapitre de cette série grandiose sur tous les plans qu'est Gun. Après, soyons honnêtes, la fin de Gun n'est pas parfaite. Elle est bonne, mais tous les éléments s'enchaînent très vite pour différentes raisons. Apparemment, l'auteur avait des problèmes de santé et les éditeurs lui mettaient la pression pour qu'il ne fasse pas de pause, donc il a préféré boucler avec une fin convenable pour se soigner tranquillement. Il y aura d'ailleurs une suite à Gun, Last Order, qui reprendra l'histoire où elle s'est à peu près arrêtée. Gali, au travers de son corps cybernétique, est une leçon de vie. Faites les choses pour vous, agissez pour vous, vivez pour vous, sans rendre de compte à personne si ce n'est vous. Il n'empêche qu'elle est une héroïne malheureuse, elle perd ses amis, ses amours et tous les combats où elle s'implique émotionnellement se soldent par des échecs. Et ce malgré un corps de cyborg qui est censé repousser ses limites et l'améliorer. Et ces échecs mêlés à ses sentiments font que Gali nous pose une question directe. Qu'est-ce qu'être humain ? Que répondre à cette cyborg qui nous montre que les sentiments ne sont pas que l'apanage des êtres humains? À la fin du récit, Gali renaît sous forme humaine grâce à la persévérance de son amant et son désir d'humanité. Gali aura été jusqu'au bout l'élément perturbateur faisant le pont entre la ville des charges et Zalem, brisant par là même les inégalités sociales. Concernant le manga en lui-même, il est beau. C'est magnifique. Le dessin a un style qui ne vieillit que très peu, le rendant encore très contemporain aujourd'hui. Encore plus avec les problématiques traitées. Une technique qui transcende certes notre héroïne, mais également les personnages secondaires qui tous, à leur échelle, sont en quête d'humanité dans ce monde cynique qui promeut la loi du plus fort. Des personnages avec une détermination et un honneur à toute épreuve qui permettent à leur entourage de ne pas sombrer dans le désespoir. Gun me fait beaucoup de références évidentes au catholicisme, ce qui est un petit peu dommage quand on assiste à toute la subtilité du manga. Des jalons aussi gros pour forcer notre intégration au récit, ça gâche un petit peu l'immersion et l'appréciation de l'œuvre. Mais ça renforce également le lien entre notre monde et le monde de Gun, rendant sa critique sur la société encore plus palpable, réaliste et alarmiste. C'est donc au final un petit mal pour un immense bien. Gali est un des meilleurs personnages que l'art du manga ait créé. Elle traite de comment on devient adulte et comment trouver le bonheur dans un monde qui ne laisse aucune place à de tels concepts. Elle est un symbole d'espoir, tant dans son univers que pour ses lecteurs qui vivraient des moments difficiles. Nous voilà enfin rendus à la partie qui vous intéresse, Alita Battle Angel, qu'est-ce que ça vaut? Eh bien tout d'abord, c'est beau. Bordel de merde, qu'est-ce que c'est beau! La puanteur de la ville des charges est super bien retranscrite, le côté très mécanique des prothèses est très bien rattaché au corps humain. Franchement, en vrai, c'est un sans faute de ce point de vue-là. L'esthétisme de Gun et à plus grande envergure du cyberpunk est super bien respecté. Mais bon, on va rapidement passer à la question qui est sur toutes les lèvres. Est-ce que Alita Battle Angel est fidèle à Gun? Eh bien oui et non. Et je tiens d'abord à vous rassurer, il n'y aura absolument aucun spoil sur Alita Battle Angel. Tous les éléments de scénario dont je vais parler seront d'abord issus de Gun. Le seul petit spoil qu'il y aura du film sera évidemment précédé d'un timecode, comme d'habitude. Le film essaye absolument d'être fidèle. Il y a des scènes du film qui sont des copier-coller de ce qui se passe dans le manga au plan de caméra près. La scène où Ido découvre Alita, des scènes avec Hugo, des scènes de combat. On sent un véritable respect du matériau de base et ça fait plaisir de voir le cinéma blockbuster plier le genou face au manga. Juste par pur respect. Et en plus, le film donne une cohérence qui n'existe pas dans le manga. Les motos qu'on voit dans la deuxième partie du manga, on les voit ici dès le départ. Le motorball, qui est le sport principal de Gun, est ici introduit très tôt. Ce qui est d'ailleurs un gros défaut du manga de base. Dans le manga, le motorball, il arrive un peu comme un cheveu sur la soupe. Là, il est déjà annoncé, donc on sait, il y a une vraie cohérence dans l'univers, on n'est pas lâché comme on pouvait l'être dans le manga. Et ce n'est pas le seul élément qui est amélioré par le film. Alita a d'abord un premier corps, qui est un peu un corps histoire d'eux, un corps pour qu'elle puisse bouger et faire un peu ce qu'elle veut. Alors que son second corps, dans le manga comme dans le film, est vraiment taillé pour elle, il est fait pour elle et pour ses compétences de combat. Sauf que dans le manga, on sent pas vraiment de différence si ce n'est qu'elle est plus résistante. Alors que dans le film, clairement, on sent qu'elle maîtrise mieux ses mouvements, qu'elle se bat clairement mieux. On sent vraiment que ce corps est fait pour elle. Il y a vraiment un step-up du corps de base à son véritable corps. Et ça, c'est un décalage qu'on n'a pas dans le manga et du coup ça fait quand même plaisir de le retrouver dans le film. Ça montre quand même l'importance d'avoir de bonnes pièces pour un cyborg. Surtout un cyborg de l'importance d'Alita. Et en plus, le méchant principal est très bien introduit à l'histoire. Il arrive pas comme dans le manga où parce qu'Ido est allé dire bonjour à machin, tac, pan, il y a le méchant qui se révèle. Non.
Le film comble vraiment bien les faiblesses du manga, à savoir, oui, on te file les éléments perturbateurs un peu quand on en a besoin. Le film, vraiment, il les amorce dès le départ, et ça fait plaisir de voir un film qui, mine de rien, maîtrise son sujet. Mais malgré des propos qui peuvent sembler dithyrambiques, le film a de nombreux défauts. Et ça passe d'abord par le message du film, qui certes essaye au maximum de respecter celui de Gun. Mais le problème, c'est que le public cible, c'est pas le public japonais, c'est pas les lecteurs de manga, c'est pas les gens qui réfléchissent, qui achètent le manga et qui passent du temps sur leur lecture. Ici, le public cible, c'est les Américains et c'est les Occidentaux. Donc forcément, tout est occidentalisé. Ce qui est extrêmement dommage car ça retire à de nombreuses scènes toute leur puissance évocatrice et leur message. Par exemple, la fameuse romance Yugo-Alita, bah c'est pas mal Alita qui tourne autour de Yugo. Alors qu'ici dans le film, c'est Yugo qui prend les devants et qui décide d'embrasser Alita. Alors que dans le manga, c'est Alita qui vole un baiser à Yugo. On retire un peu au personnage d'Alita toute sa puissance de personnage féminin fort, justement indépendant, qui ne fait que ce qu'il veut sans soucier des conséquences. Et c'est un petit peu dommage. C'est d'autant plus dommage que c'était vraiment l'occasion de montrer aux Occidentaux une héroïne qui se moque de ce que les gens pensent d'elle, qui ne fait que ce qu'elle veut. Mais bon, on peut supposer que c'est un peu le contre-courant. On adapte Gun proprement, mais il faut quand même que ce soit un peu occidentalisé pour quand même faire du chiffre. Parce que bon, c'est quand même ce qu'il y a dans le cinéma blockbuster. Et donc si on veut des suites, et j'espère qu'il y en aura parce qu'il y en aura, je pense, vraiment besoin, bah il faut savoir faire quelques concessions. Une bonne adaptation pour quelques messages qui passent à la trappe. C'est triste, mais nécessaire. C'est pareil avec le Motorball qui normalement dans Gun a le rôle de passage à l'âge adulte. Il perd ici cette puissance symbolique puisque Alita fait du Motorball plus tôt dans la série. Le Motorball aura quand même cette utilisation plus tard, mais c'est un peu dommage de casser justement le côté sacré du Motorball en mode elle y va d'un coup et il n'y a plus de retour en arrière possible. Là c'est un peu j'y vais quand je veux, puis je ressors, puis j'y vais, puis je ressors. Ça perd un peu en impact, mais le message reste quand même un petit peu conservé. En parlant de Motorball, son champion principal, Jashugan, est dans le manga noir chocolat. Et c'est extrêmement dommage que dans le film, il nous fasse sa plus belle Michael Jackson. J'ai pas envie de crier au whitewashing, mais sans mauvais jeu de mots, c'est un petit point noir qu'on peut rajouter au film. Film qui d'ailleurs jongle avec tous les éléments scénaristiques de Gun en même temps. Il mélange tous les différents éléments du premier gros arc de Gun, et ça fait peur, vraiment. On a vraiment peur que le film ne termine pas tout ce qu'il veut dire en 2 heures. Et fort heureusement, par je ne sais quel rite vaudou, il y arrive. Et c'est vraiment plaisant à regarder. Parce que oui, attention pour les puristes, ça ne respecte pas stricto sensu l'histoire de Gun. L'histoire globale est à peu près respectée, ça suit la même suite d'événements, mais il y a beaucoup de choses qui changent, beaucoup de mise en place d'éléments qui changent, beaucoup d'introductions de personnages qui changent également. Et franchement, c'est rafraîchissant. C'est, comme je l'ai dit plus tôt, ça casse les défauts du manga, qui nous introduisait les choses une par une quand il en avait besoin. Là, on a le film qui met en jeu ces petites pièces d'échecs au fur et à mesure, d'un coup il te balaye ton roi, et toi t'es là mode « Ah ouais, c'était bien introduit ». Bien joué. Mais surtout, au-delà du simple profond respect qu'a le film pour son matériau de base, Gun, on sent aussi une énorme bienveillance envers toute l'histoire du manga. Et là, il y a un petit spoil, donc, vous connaissez la routine, timecode, blabla. Alors, c'est un élément qui diffère grandement du manga, mais Ido avait une famille, il avait une femme, il avait une fille. Cette dernière est d'ailleurs décédée et elle portait le nom d'Alita, qui est également le nom du cyborg dont on suit l'histoire dans le film. Et ça, il faut être absolument aveugle pour ne pas y voir là une énorme référence à Astro Boy, qui est exactement né de la même façon. Astro Boy, à la base, c'est un robot slash cyborg qui a été créé par un professeur parce qu'il ne pouvait pas supporter la mort de son fils. Il lui a d'ailleurs donné le même nom. C'est exactement le même schéma que dans Alita Battle Angel. Et franchement, ça m'a presque mis la petite larme à l'œil de voir un aussi gros respect de tout le manga et de son histoire à travers un énorme blockbuster hollywoodien comme ça. Franchement, c'est plaisant. C'est plaisant de voir notre média enfin reconnu à sa juste valeur par les médias plus nobles. Je vous avoue que quand j'ai remarqué ça, j'ai été sur un petit nuage pendant quelques minutes. J'étais vraiment en mode... Waouh! On n'est plus que des trucs pour gamins. Et je ne peux pas parler d'Alita Battle Angel sans parler de toute la polémique qu'il y a eu autour avant, par rapport aux yeux d'Alita. Oui, ses yeux posent problème, ils sont dérangeants. Mais les yeux sont dans de nombreuses cultures le reflet de l'âme, et en les modifiant ainsi, en les faisant flirter avec la vallée dérangeante, Cameron nous questionne indirectement sur notre rapport à l'humanité en créant de l'empathie pour sa Gali. Et ça, c'est la meilleure adaptation possible du message de Gun. Cette question qui est « Qu'est-ce qu'être humain ?» est très bien retransmise à l'écran.